Juste deux mots sur le Concordat, finalement, qu'est-ce que c'est? Le Concordat fait partie aussi de l'histoire de la République française. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on s'étonne... Vous nous rappelez ce dont il s'agit exactement, pardonnez-moi. Le Concordat, c'est un texte qui a régi les rapports entre l'État et la religion majoritaire, qui est la religion catholique. Pourquoi? Parce que il y avait un rapport de force qui s'était établi, notamment au temps de Napoléon. Et donc les rapports de force étaient vraiment belliqueux. Donc à partir de ce moment-là, on a pris acte que la religion catholique faisait partie vraiment du paysage politique français, et donc on lui accordait un statut particulier. Je crois qu'on ne peut pas régler ces difficultés en faisant abstraction de l'histoire politique, culturelle et religieuse de la France. Encore un mot. Moi je m'étonne encore qu'on s'étonne de la confrontation entre la laïcité et l'islam. Cette confrontation s'est produite pour la religion juive sous des modalités différentes en 1807 avec la convocation du Sanhédrin, et elle s'est produite à partir de la fin du 19e siècle de manière extrêmement brutale pour la religion catholique. Je vous repose quand même la question, est-ce qu'il n'y a pas une lecture laïque de droite et une lecture laïque de gauche? Là, je dirais dire, vous venez de nous donner, en termes mesurés et équilibrés, on pourrait dire l'histoire qui nous unit autour de la question de la laïcité. Mais enfin, je voyais l'autre soir dans une émission que je présentais, Jean-Luc Mélenchon dire à Marine Le Pen lui-même, mais moi je vais répondre à ce qui se fait, à ce que fait ce gouvernement et à ce que vous voulez, vous, Madame Le Pen, par un texte qu'on présente et qui vient d'être évoqué. Donc ça veut dire que lui-même, il estime qu'il y a une façon haute de l'aborder. Bien sûr, il y a des lectures qui sont... À moins que tout le monde l'exploite, ce qui sera encore autre chose. Il y a des lectures qui sont violemment passionnelles et très fortement idéologiques de ces textes, mais le rôle des politologues et le rôle des juristes, c'est de revenir à ce qu'ils signifient. Si possible, dans un état d'esprit arbitral, et de sorte à préserver ce qui est le plus difficile, la coexistence de toutes ces confessions qui ne s'entendent pas forcément entre elles, ou qui ne se sont pas toujours entendues entre elles. Donc c'est un enjeu considérable pour la paix civile en France. C'est un débat politique, Olivier Bobineau? Ah oui, c'est un débat sur la laïcité, encore aujourd'hui. C'est un débat profondément politique, puisqu'il s'agit du vivre ensemble. C'est un débat politique aussi parce que je crois qu'aujourd'hui, 4 conceptions de la laïcité s'affrontent. 4. C'est ce que je dis aux imams que je forme à l'Institut catholique de Paris, à la laïcité. C'est ce que je dis aussi à mes étudiants de Sciences Po. Petite parenthèse, c'est intéressant ce que vous faites. Ça les surprend pas, les imams, de venir se former à la laïcité au sein de ce qu'on appelle, nous, la Catho, c'est-à-dire l'Institut catholique de Paris? Mais écoutez, dans la mesure où on va voir les différentes conceptions, dans quelques instants peut-être, de la laïcité, ce n'est pas un problème dans le sens où il s'agit d'apprendre dans une institution universitaire, dès lors qu'il n'y a aucun religieux qui leur enseigne, mais tout simplement des enseignants formés avec des diplômes reconnus par l'État. Je ne vois pas trop où est la difficulté, si ce n'est peut-être que ça va à l'encontre d'une conception de la laïcité. Mais il faut peut-être que je me permette de développer les 4 conceptions de la laïcité. On pourrait imaginer un lieu plus neutre, même si avec beaucoup de talent, Valeurs Actuelles nous explique dans son dernier numéro que finalement, ces valeurs de la laïcité, elles sont nées notamment dans le christianisme. Donc, oui, le chapitre 22 de l'évangile de Matthieu. Voilà. Mais je crois que... Vous m'avez dit en quelques mots, allons-y. Quelques mots, simplement. D'abord, la laïcité d'opposition, celle que j'appelle d'opposition, c'est-à-dire c'est la laïcité du contexte du texte du 9 décembre 1905, où il s'agit finalement d'une méfiance-défiance à l'égard de l'Église catholique, et cette méfiance-défiance a notamment pour enjeu de reculer l'influence de l'Église catholique dans la société civile par le biais de l'éducation. Bien. Et avec, dans les gènes de la République, il ne faut pas l'oublier, une suspicion très française à l'égard de la religion qui remonte aux affrontements mortels et barbares entre catholiques et protestants. Il ne faut pas oublier que notre État moderne se fonde sur le fait de dépasser les conflits religieux, les guerres de religion. Donc pardonnez-moi, une suspicion fondée sur l'histoire. Fondée sur l'histoire, absolument. On ne peut pas la retirer. C'est-à-dire que, dans mes enquêtes et dans mes entretiens, que ça soit une soutane, que ça soit une kippa, que ça soit un voile, il y a un malaise profond dans nos gènes. J'ai fait l'étude des manuels en France et en Allemagne, qu'est-ce qu'on voit? La chose simple. Religion, les petits Français, ils retiennent guerre de religion dans les manuels. Regardons les manuels en Allemagne, et notamment en Bavière, sur l'État sur lequel j'ai travaillé, religion égale paix. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en France, quand on voit dans l'espace public un symbole religieux, ça nous rappelle notamment certains massacres qui ont eu lieu entre catholiques et protestants. Par exemple, le fait Je trouve extraordinaire quand même que la Bavière oublie qu'il y a eu un certain nombre de millions de morts juifs et un holocauste, mais enfin, en tout cas, réussir... Non, ce dont je parle, c'est le XVIe siècle. C'est-à-dire que la paix d'Augsbourg, c'est le fait de dire
On va arrêter de s'entretuer. Rapidement, on va diviser la ville en deux. En tout cas, il y a une façon d'aborder les choses dont on comprend qu'elle est radicalement différente. Strictement opposée historiquement. Ok, laïcité d'opposition. Deuxième laïcité, c'est la laïcité que connaissent bien les Français, qu'on appelle la laïcité d'abstention, pour reprendre Paul Ricoeur. Une laïcité de neutralisation, c'est celle qu'on connaît tous, c'est la République ne subventionne ni ne salarie aucun culte. Bien, article 2, alinéa 1. Ok. Troisième conception, c'est la laïcité que je propose d'appeler de composition. C'est-à-dire que malgré tout, au nom de la liberté de libre exercice des cultes, on va inscrire des services d'aumônerie. Dans les lieux où on ne pourra pas prier, eh bien, dans les forces armées, dans les établissements scolaires, dans les prisons, dans les hôpitaux, on aura la possibilité de prier, d'avoir un culte. C'est la troisième conception, mais c'est la quatrième qui est la plus importante. Et comme vous l'avez justement rappelé, et je reprends là une analyse classique pour les historiens de la laïcité, c'est la laïcité de finalité. Car finalement, la laïcité de composition, la laïcité d'abstention, c'est une laïcité qui repose sur les moyens. L'État dit, je ne veux pas intervenir, je laisse les cultes et les religions, les confessions libres, et éventuellement j'interviens pour permettre à certains de prier. Mais quelle est la laïcité profonde, première, principale? C'est la laïcité de finalité. Et je vous la lis. Ça veut dire quoi? La République assure la liberté de conscience, point. Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. Bref, comme le dit Aristide Briand, qui rédige cela, quand on aura des doutes sur l'interprétation, l'enjeu, ça sera toujours de privilégier la solution libérale. Liberté de conscience, liberté de conscience. En quoi le débat mené par l'UMP ces dernières semaines posait-il problème à vos yeux? Et est-ce qu'il posait problème? Alors d'abord, c'est un non-événement. C'est un non-événement dans le sens où, quand je regarde les 26 propositions, pour connaître un petit peu quelques travaux sur la laïcité malgré tout, c'est mon métier, c'est un non-événement parce que l'ensemble des propositions, soit sont présentes dans les articles qui ont connu 50 modifications depuis 1905 dans la loi. Je vous rappelle qu'il n'y a qu'Émile Poula qui, l'année dernière, a retrouvé l'original et a tenu compte des 50 modifications dans un livre qui s'appelle Scruter la loi de 1905, que je reconseille évidemment à tous les élus politiques de gauche comme de droite. Donc, toutes les modifications sont là, on ne connaît pas la laïcité, on ne connaît pas la loi. Ils deviennent tous fous en ce moment dans les partis politiques? Oui. C'est un bijou, la laïcité. C'est un bijou de coexistence, de liberté de conscience. Peut-être qu'ils pensent qu'il se passe quelque chose dans la société française qui nécessite qu'on y réponde. Et alors là, pardonnez-moi, on va essayer de mettre en accord les pensées avec les arrière-pensées, parce que moi je crois, entre autres choses, que quand on débat laïcité, quand même, on finit par vouloir parler de l'islam, et quand on veut parler d'islam, on finit par vouloir parler de l'immigration, mais toutes ces questions sont... Alors en plus, quand Marine Le Pen se met au milieu, alors là, tout le monde part en courant. Et quels sont les problèmes? Quels sont les faits? Combien y a-t-il de portions de rue qui sont concernées? Eh bien, vous avez des chiffres là-dessus, dites-le nous. Bien sûr. Combien de burqas? Combien de burqas, les amis? Combien de burqas? Zéro. Je dis bien zéro. Alors maintenant, nous avons 1000 niqabs. Niqab, c'est-à-dire le voile intégral. Donc, je vous rappelle que, selon le président El Azhar... Ça n'a aucune importance, pardonnez-moi, ça n'a aucune importance de voir des femmes, le visage complètement couvert dans les rues en France. Vous pensez que ça n'a pas d'importance? Ah ben je pense que c'est pas le problème. C'est pas le problème, c'est le fait... Moi, je voudrais vous dire une chose simple. Aujourd'hui, ce que j'observe, c'est que les musulmans de ce pays sont devenus le bouc émissaire. Il y a 98% de musulmans, selon mes enquêtes et ma recherche, qui vivent paisiblement leur foi. Il y a 2% de musulmans qui la vivent, qui conçoivent une coranisation de la société et qui causent un problème. Maintenant, le débat sur la burqa, le débat sur l'identité nationale, le débat au sein de l'UMP, ils viennent, les 98, voire les 2 autres pourcents, et leur disent « Mais vous voyez, nous vous l'avions dit, la République ne vous aime pas, venez mes petits amis ». Et le problème qui est posé par les musulmans, pour finir, c'est que on les caricature. La burqa, mais ce n'est en aucun cas dans le Coran, dans la Sunna, dans les hadiths du prophète, et surtout, c'est un vêtement pashtoun. On ignore tout de cette religion. Alors, Olivier Bobineau vient de nous dire finalement, on est en train de donner une dimension ahurissante à des phénomènes qui sont épiphénoménaux, je ne sais pas si c'est français. Oui, Guillaume Roquette, qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien qu'il ait raison. Est-ce que vous pensez vraiment que dans toute l'Europe,
il y aurait ce débat qui se pose aujourd'hui, parce que quand on dit c'est la faute de Nicolas Sarkozy qui instrumentalise un sujet, c'est pas lui qui fait des référendums en Suisse sur les minarets, c'est pas lui qui souffle à l'oreille de Merkel ou de Cameron qu'il y a un problème avec le multiculturalisme. On aimerait que vous ayez raison. Moi, je ne pense pas, malheureusement. Je pense que vous avez raison si on se place sur le strict registre juridique. Oui, la République reconnaît la liberté de culte et de conscience, et tout ça est très bien. Le problème, ce n'est pas, me semble-t-il, ce n'est pas le problème de la religion musulmane, parce que chacun peut avoir la foi qu'il veut. Le problème, la question spécifique de l'islam, c'est que c'est en même temps une foi et une loi, que c'est une religion qui, contrairement à la religion chrétienne, il n'y a pas que Valeurs Actuelles qui dit ça, c'est le Christ qui a dit, il y a Dieu d'un côté, il y a César de l'autre, et il ne faut pas mélanger les deux. L'islam, on le sait, a un problème pour séparer ce qui relève du spirituel et ce qui relève du temporel. Et donc, nous observons en France, ce que nous observons dans l'ensemble des pays européens d'immigration musulmane, un problème de juxtaposition, voire un problème de confrontation entre ce qui relève de la foi, qui est éminemment respectable et qui doit être absolument préservé, et ce qui relève des pratiques communes. Christophe, qui était hier au débat sur l'islam, il a vu débat sur la laïcité, pardon, et donc sur l'islam, un point de vue relativement apaisé. Moi, j'ai entendu par exemple Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, qui disait, dans ma ville, il y a des enfants qui veulent sortir leur goûter pendant le ramadan, et on écrase leur goûter. Qui dit, voilà, qui dit, oui, mais parce qu'il vit au cœur de ça. Vous savez, Xavier Lemoine, il a une maison qui est en face de la cité, qui a été incendiée. C'est un homme qui est vraiment au cœur du sujet. Et il dit par exemple aussi, quand j'emmène des femmes des cités dans des visites culturelles à Paris, à Versailles, quand elles sont dans l'autocar, il y en a la moitié qui enlèvent leur voile, et je leur dis, mais pourquoi mettez-vous le voile quand vous revenez? Et elles disent, c'est pour avoir la paix dans la cité. Donc je suis désolé, mais vous dites c'est 2%, mais tant mieux si c'était 2%. Moi je ne crois pas à ça. Malheureusement, il y a des territoires entiers où il n'y a plus de cette diversité, ce vivre ensemble dont vous parliez et que tout le monde appelle de ses voeux. Je pense qu'il y a sûrement une minorité, une infime minorité de racistes qui ne veulent pas de gens. Oui, vous avez... Moi je vis proche de Grigny, cher monsieur. Je suis un sociologue qui est partisan de l'ethnométhodologie. C'est-à-dire que mes enquêtes, elles sont fondées sur le terrain. Je vais à Grigny, je vais dans tous les quartiers populaires de ce pays, et c'est ça le vrai problème. Car le problème que vous soulevez, il est important, mais c'est ce qu'on appelle une contre-culture. Alors juste, et depuis quand devient-il problématique? Je termine juste pour vous dire que j'entends ce que vous me dites et je le reçois. Moi, je viens de lire un livre d'un géographe qui s'appelle Christophe Juilhuy et qui s'appelle Fracture française et qui explique très simplement que le vivre ensemble, il est de moins en moins vrai parce que vous avez une séparation ethnique de plus en plus marquée entre d'un côté des cités avec des immigrés ou des descendants d'immigrés des dernières générations et de l'autre côté, on va dire des Français de souche, j'aime pas cette expression, ou d'immigration plus ancienne qui eux s'en vont et qui vont dans des banlieues pavillonnaires et que donc il y a un véritable séparatisme social, religieux, ethnique qui est en train d'arriver. Je pense que ça ne concerne pas seulement 2% des musulmans qui seraient intégrés. Raphaël Drahi, ensuite on verra notre prochain reportage. Oui, et bien entendu, je voudrais dire très amicalement à notre ami sociologue que personne n'a le monopole du terrain de la connaissance exhaustive de la réalité. Chacun d'entre nous connaît une partie de cette réalité. Pour ce qui me concerne, je suis tout à fait surpris d'entendre vraiment ce sentiment un peu de rejet, de répulsion, affecté maintenant des milieux dits sociaux élevés, des professions libérales, de gens qui disent mais on n'en peut plus de ces abus, de ces empiètements, de ce refus de reconnaître l'identité de la France, etc. Alors à partir de ce moment-là, il y a deux attitudes possibles. Ou bien on se met la tête dans le sable et puis on n'en parle pas. Bien. Alors dans ce cas-là, ça ne fera pas avancer la solution du problème. Ou bien alors on se saisit du problème et puis on en parle, mais dans des termes qui honorent la Constitution de la Ve République et la loi de 1905. Et je pense que c'est un peu ça qui a été tenté. Moi, je ne fais pas partie de l'UMP. C'est ça qui a été tenté par cette formation politique. Et à partir de ce moment-là, il ne me semble pas que la politique de la chaise vide, qui a été celle des représentants de l'islam et puis d'autres représentants de grandes religions, où c'est uniquement cette formulation de compromis en disant je suis là en tant qu'observateur, que ça sert vraiment le débat. Parce que je crois que l'inconvénient de la politique de la chaise vide, c'est qu'elle donne le sentiment que l'islam n'est pas très au clair avec les principes de la laïcité, qu'il y a des choses à cacher, qu'il ne peut pas jouer franc jeu de ce point de vue-là. Alors je rappelle encore une fois, très très brièvement, que toutes les grandes religions de France ont été confrontées à la comparaison entre leurs valeurs religieuses et l'ordre public, l'ordre juridique public. Ça a été vrai pour les juifs, ça a été vrai pour les protestants, ça a été vrai pour les catholiques, et dans des contextes autrement
difficile et autrement traumatologique. Donc là, il faut rendre justice à cette formation politique, c'est qu'elle a essayé d'organiser un débat. Et sur ce débat, on ne peut pas faire l'impasse. Chacun de nous connaît des territoires qui sont des territoires en très grande difficulté. Ceux-là sont bien évidemment identifiés, balisés. Moi, ce qui me préoccupe et ce qui m'inquiète, c'est la progression de cette idéologie dans des milieux qui devraient en être indemnes.